Et on reprend avec Thibaut Prébet. Bonjour Thibaut. Bonjour. Le directeur général adjoint de Financière Arbevel. Thibaut, on regarde ce qui s'est passé pendant cet été. Vous êtes rentré déjà depuis quelques jours. Déjà, un été tranquille sur les marchés cette année. Pas eu de choses exceptionnelles, pas de crack non plus. Voilà, ça n'a pas gâché les vacances. C'est vrai qu'on a pris l'habitude d'avoir un peu peur de ces marchés estivaux, surtout dans des volumes qui sont assez bas et donc des mouvements qui peuvent être amplifiés. Cette année, même si on est quand même globalement plutôt en légère baisse, un été assez tranquille, pas d'événements extrêmement marquants d'un point de vue économique. Toujours un peu de géopolitique avec Donald Trump qui anime un peu, mais globalement un été qui reste calme. Et c'est une bonne nouvelle puisque dans un environnement économique qui s'améliore, c'est ce qu'on espérait. Justement, c'est la rentrée surtout aujourd'hui des banquiers centraux qui se réunissent à Jackson Hole, c'est le fameux symposium. Chaque année maintenant, régulièrement, il y a une dizaine d'années, c'était très important puisque c'était le début de la crise financière. Là, ce cru 2017, on n'attend pas grand-chose. Que peuvent dire les banquiers centraux? Qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter? Vous savez, je crois qu'on s'est aussi habitué à ce que Jackson Hole, c'est très théâtral. Tous ces grands banquiers centraux qui sont maintenant les acteurs les plus importants de la planète finance, qui se regroupent, ça a un côté assez énorme, assez important, et en réalité, il en ressort rarement grand-chose. Parce que déjà, chaque banquier a plutôt tendance à donner ses éléments les plus importants au sein de sa zone, et non pas dans un comité international. Tout ça reste très policé. Par ailleurs, la situation économique est presque une des plus stabilisées de ces 10 dernières années, avec les États-Unis qui depuis quelques années vont bien, mais avec l'Europe maintenant, qui est sur une très bonne dynamique. Et donc, il n'y a pas d'enjeu majeur, pas de problème particulier à régler. Donc, à part le sujet des devises, qui commence principalement en zone euro à être un sujet qui prend un peu d'importance, on ne voit pas de sujet majeur à discuter et donc pas d'enjeu particulier sur cette réunion. Voilà, le sujet des devises, enfin il y a deux sujets, il y a l'inflation et les devises. L'inflation, il n'y en a pas assez des deux côtés de l'Atlantique, on est à moins de 2%. Bon, je dis ça parce qu'en première partie d'année, même Mario Draghi, il y a encore quelques semaines, avait dit voilà, on est sur des pressions reflationnistes, on va vers du mieux, on va peut-être atteindre enfin cet objectif de 2%. Et puis là, les résultats qui sont tombés il y a une dizaine de jours, les chiffres qui sont tombés ne sont pas excellents. Ouais, je crois qu'il ne faut pas trop focaliser sur ces chiffres d'inflation. À un moment donné, on avait le pétrole qui s'effondrait, on avait peur que ça se transmette à l'économie réelle avec des baisses de salaire et ainsi de suite. Là, on avait un vrai risque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qu'on ait une inflation qui est soit à 1,3, 1,5 ou 1,7, fondamentalement, ce n'est pas vraiment un sujet. Donc effectivement, on a une rechute du pétrole qui a ramené un peu l'inflation vers le bas. Je crois que ce n'est pas un sujet, que ce n'est pas préoccupant aujourd'hui. Et d'ailleurs, le discours des banquiers centraux évolue dans ce sens. Il évolue en disant, si c'est 1,7 d'inflation au lieu de 2, ce n'est pas vraiment un sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on a des risques de dérapage vers le bas? La réponse est aujourd'hui non. Et donc, à partir de là, je pense qu'il faut se défocaliser un peu. À un moment, regarder que le chômage, puis on regarder que l'inflation. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus un sujet très important. En tout cas, ce n'est pas crucial. Aujourd'hui, la zone euro va mieux, les États-Unis aussi. Les mesures d'urgence commencent à avoir de moins en moins leur place. Et c'est dans cette logique-là qu'il faut se placer. Le détail de savoir 0,1 par 0,1 l'inflation, je pense que c'est un débat qui aujourd'hui est moins sensible. Les mesures d'urgence et justement cette politique monétaire ultra accommodante, ces tombereaux de monnaie injectée, là il faut en sortir. Est-ce que ça va être un des enjeux justement maintenant de normaliser cette politique? Alors, c'est un des enjeux. Le premier enjeu, il est plus simple que ça. On constate aujourd'hui chez Financière Arbevel que l'économie européenne va très bien. Elle va beaucoup mieux. Rappelons-nous, il y a un an, pour 2017, on espérait 1,2 de croissance en zone euro pour 2017. Aujourd'hui, on est plutôt vers les 2 et ça continue à monter et c'est révisé de manière perpétuelle en hausse. La question, c'est est-ce que cette dynamique économique, qui est vraie pour 2017, va se prolonger en 2018 et en 2019, ou est-ce que c'est un énième faux départ? Parce que des faux départs en zone euro, depuis 2012, on en a eu. Ça, c'est vraiment important. Donc, la conséquence de ça, qui est, si on continue à avoir durablement 2 de croissance, on va pouvoir réduire le stimulus économique. C'est évidemment quelque chose qui est une conséquence, mais qui est une conséquence positive de cette situation. Donc je pense qu'il ne faut pas trop vite avoir son curseur sur la Banque centrale. Le plus important, c'est ce retour économique qui est très important pour nous et qui fait du bien, et ce qui se confirme. Et à partir de là, évidemment, si c'est le cas, la Banque centrale va être obligée de réduire son programme, mais il ne faut pas en avoir peur. Je veux dire, sortir des mesures d'urgence parce que l'économie va bien, c'est pas un problème. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors il y a peut-être quelque chose qui pourrait mettre un grain de sable dans cette machine, dans cette croissance retrouvée, c'est l'euro. C'est vrai qu'on en a profité de cet euro finalement faible. On parlait au début d'année encore d'une parité de l'euro entre le dollar, 1 euro pour 1 dollar. Aujourd'hui on en est loin. Est-ce que ça commence ou ça va commencer à peser là, cet euro-dollar à 1,17 voire 1,20 bientôt?
Bien sûr, alors peser c'est sûr. Il est évident que pour beaucoup d'entreprises, évidemment beaucoup les exportateurs, le niveau de la parité a une importance qui est réelle. On était tombé jusqu'à 1,05 sur l'euro-dollar. Aujourd'hui, on le voit remonter, remonter, remonter. C'est un sujet de préoccupation. C'est la principale chose qui pourrait faire un peu dérailler. N'oublions pas que l'euro-dollar, c'est une chose. On a aussi le Royaume-Uni, dont la livre sterling s'est effondrée. Donc ça, c'est encore un concurrent potentiel près de chez nous qui a gagné beaucoup de compétitivité, même si ce n'est pas pour des bonnes raisons. Donc la devise est un sujet. Alors, pourquoi? Parce que Donald Trump a bénéficié d'une sorte d'angélisme pendant des mois, en faisant monter les marchés, tout le monde se disait c'est super, il va baisser les impôts, et dans le même temps, il se disait pour un dollar fort. Bon, ce qui faisait un point commun avec Jean-Claude Trichet, ce désir d'une monnaie forte. Et finalement, assez rapidement, on a un changement de point de vue qui a été fait. Il s'est rendu compte qu'un dollar un peu plus faible, ça serait pas mal. La différence qui me paraît très importante, c'est qu'on se rappelle des années Jean-Claude Trichet où il martelait on veut un euro fort, et les Allemands étaient complètement dans cette lignée-là. Aujourd'hui, on a vu dans les minutes de la Banque Centrale Européenne, qui ont été publiées il y a quelques semaines, que ça a commencé à se crisper sur le niveau de l'euro, y compris en Allemagne. Donc on peut supposer qu'on aura peut-être encore un peu de hausse de l'euro, mais on aura une réaction forte, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, même sans être expert chez Financière Arbevel sur la devise, on peut supposer que ce mouvement va quand même pas aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a une prise de conscience européenne ces dernières années de l'importance d'un euro qui n'est pas complètement surévalué. Réaction forte, ça voudrait être que ça passerait par quoi Parce qu'on sait que la BCE, par exemple, n'a pas de mandat pour se prononcer sur cette monnaie. Est-ce qu'elle pourrait distiller une petite phrase qui ferait rebaisser l'euro? Alors, la BCE a une vision globale de la stabilité de la zone qui fait partie de son mandat et qui inclut beaucoup d'éléments qui n'étaient pas considérés. Donc, très clairement, on sait que de toute façon, le devise, ça bouge surtout sur des phrases. C'est ça le plus important. Les États-Unis n'ont pas augmenté leur quantitative easing ces derniers trimestres. Pourtant, ils ont réussi à faire refluer le dollar de manière assez significative. Donc, une position plus agressive de la Banque centrale, donnant l'impression qu'elle ne laisserait pas l'euro trop s'apprécier, serait suffisante. Et il est probable que si ça devait continuer, on aurait ce genre de réaction. En tout cas, on a aujourd'hui une banque centrale qui est consciente de cet enjeu, qui se gargarise pas d'être le démon de la farce comme c'était le cas pour nous en 2012. Et ça, c'est un point qui devrait nous protéger sur ce sujet, qui reste quand même un sujet à surveiller, car dans des marchés qui ne sont pas donnés, on ne peut pas se permettre d'avoir une perte de compétitivité sur la devise trop importante. Thibaut Prébet, c'est la rentrée pour tous ceux qui nous regardent, qui vont regarder peut-être leur portefeuille. C'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, c'était plutôt calme. Pour autant, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette rentrée? Qu'est-ce qu'on va surveiller? On va dire quand même plutôt optimiste peut-être sur cette fin d'année? Alors, tout à fait optimiste. La difficulté pour investir, tel qu'on le définit chez Financière Arbevel, c'est d'un côté une économie qui va bien, une croissance qu'on n'avait pas vue en zone euro depuis avant la crise de 2008, ce qui se fait d'ailleurs avec un déficit extrêmement bas. On est sous les 1,5 maintenant anticipés en zone euro, donc une croissance saine et auto-entretenue. Donc le panorama est bon. En revanche, les marchés ne sont pas donnés. Ils ne sont pas horriblement chers, mais les multiples de valorisation sont élevés. Donc dans ce cas-là, ce que nous on recommande, c'est de faire du stratégique, de prendre des positions de long terme, de ne pas essayer de jouer cette valeur a un peu baissé, on va jouer un rebond. Ce qu'on appelle nous la croissance exponentielle, c'est-à-dire aller vers les sociétés de nouvelles technologies ou les sociétés qui sont adaptées aux évolutions et qui vont donc pouvoir profiter des nouveaux marchés qui s'ouvrent à eux et qui peuvent être de taille très importante. Donc cette idée de avoir des visions à 5-6 ans, d'investir sur les ruptures technologiques, sur les sociétés bien gérées, sur les thématiques d'avenir, et pas essayer de jouer sur du trop court terme, parce que dans des segments de valorisation assez riches, assez fortes, ce qui est important, c'est de se projeter sur de long terme et sur ce qui va créer beaucoup de valeur. C'est dans cette logique-là qu'on va toujours rester sur le segment des petites et moyennes capitalisations, qui est un segment aujourd'hui qui a le plus de croissance à long terme. Donc si on veut investir à long terme, c'est le plus logique. Et puis, qui est plus présent sur ces sociétés qui, entre guillemets, ont l'avenir devant eux, sur ces nouvelles émergences de sociétés. On sait que par rapport au Nasdaq, par rapport au S&P, le nombre de sociétés très innovantes, en tout cas même de sociétés récentes dans le CAC 40 est limité. Et en allant vers les segments de sociétés les plus innovantes, on est mieux positionné sur le long terme. Et je pense que c'est aujourd'hui sur une vision de long terme qu'il faut investir dans des marchés quand ils ne sont pas donnés. Il y a des secteurs en particulier, on pense bien sûr aux entreprises de services numériques. Est-ce qu'il y en a d'autres justement qui sont en pointe ou qui vont bénéficier de ces nouveaux marchés? Vous savez, je crois qu'il faut avoir une vision un peu plus globale que ça. Dans tous les secteurs, il y a des sociétés qui ont pris de l'avance, qui ont intégré ces nouvelles technologies, qui ont intégré la digitalisation et qui sont capables de le faire. Donc évidemment, tous les secteurs de technologie, on a eu les SS2I qui était l'exemple le plus évident, qui reste créateur de valeur. On a toutes les sociétés dans l'innovation, on a eu l'impression 3D. Dans la santé, beaucoup de valeurs qui ont pris beaucoup d'avance également. Voilà, c'est des éléments qu'il faut jouer. Mais il faut, je pense, avoir un regard dans chaque secteur sur les sociétés qui ont pris de l'avance sur ce sujet et celles qui courent après vont réaliser des acquisitions trop chères et vont se retrouver dans des situations délicates. Donc une vision globale, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'aller sur des sociétés qui ont pris du retard et qui sont en difficulté en jouant un rebond, c'est toujours quelque chose qui est plus compliqué à faire et en tout cas il faut le faire qu'avec une vision de long terme. C'est ça nos conseils aujourd'hui. Quelque chose d'un peu plus prudent sur la partie obligataire. C'est pas un grand secret que les taux sont très bas, qu'ils ne pourront plus vraiment baisser. Donc même si la hausse de taux va être lente, sur l'obligataire, ça peut amener des secousses. Donc nous on le joue mais de manière prudente pour faire un portage
correct, mais pas de manière spéculative. On va plutôt focaliser le risque de nos portefeuilles sur les actions européennes et principalement les petites et moyennes capitalisations. Une vision stratégique et puis voilà, faire confiance aux sociétés qui se positionnent, qui ont fait leur transformation digitale pour les quelques prochaines années. Merci Thibaut Prévet, le directeur général adjoint de la financière Arbevel ce matin avec nous sur TV Finance. Dans un instant, suite de programme, à tout de suite.